Chers amis, je me présente. Je m'appelle Paul Cézanne. Je suis un homme entier, un homme simple, intimidé dans le monde. Je n'ai qu'une passion, la peinture. Cette passion, je l'ai partagée avec un ami, Pissarro, qui a fait de moi ce portrait de bougon heureux. Je suis né à Aix en 1839. Aix m'a toujours dédaigné, mais je suis attaché à la lumière de la Provence et à la montagne Sainte-Victoire. Je suis un peintre qui marche dans la campagne aixoise pour observer la nature. J'appelle cela aller sur le motif. 1839, c'est l'année de l'invention de la photo. J'ai trouvé dans mes archives cette photo du boulevard du Temple de Daguerre de 1839. À ma naissance, la peinture qui faisait courir tout Paris, c'était la Vénus marine de Théodore Chassériau. Mon père s'était enrichi en fabriquant des chapeaux. C'était un malin. Il prêtait de l'argent aux éleveurs de lapins et, de prêteur en prêteur, il est devenu banquier. Il a tout fait pour s'incruster dans la bourgeoisie bien pensante d'Aix. Il a même épousé ma mère, qui était une de ses employées. Il savait être conformiste. En 1848, il est pour la République et en 1852, pour l'Empire. Moi, en 1852, à 13 ans, j'entre en 6e au lycée Bourbon, aujourd'hui lycée Mignet. Dans la cour de l'école, je défends un jour un petit binoclard agressé par de plus grands. C'est Émile Zola, dont le père, ingénieur, construit un barrage près d'Aix. Ainsi naquit une amitié qui me marquera profondément. Tous les deux, nous courions à travers la campagne. Nous avions besoin de grand air, de sentiers perdus au fond des ravins. J'ai eu la chance de faire des études pas mauvaises. Ma formation classique me permettait même de composer des vers en latin. Mon problème, c'était les filles. Je ne me trouvais pas séduisant et toute ma vie, je resterai très distant vis-à-vis des femmes, n'osant pas employer comme modèle une jeune femme nue. Plus tard, j'interdirai à ma fidèle servante de se trouver à moins d'1 mètre de moi pour ne pas être effleurée. Mon père s'était fait une situation sociale par son travail. Il était regardé comme un parvenu par la bourgeoisie d'Aix. Il comptait sur moi pour affirmer sa position. Il voulait que je fasse du droit. Et j'ai suivi des cours à la faculté, mais en traînant les pieds. Je disais toujours oui, me conduisant devant lui en petit garçon craintif et coupable, ce que me reprochait vivement mon ami Zola. Mais ma mère intervint auprès de mon père et je fus autorisé à m'inscrire à l'école gratuite de dessin d'Aix. Les locaux de cette école abritent aujourd'hui le musée Granet. J'obtins même la permission de peindre le grand salon de la maison du Jas de Bouffant que mon père acheta en 1859. En 1862, à 23 ans, j'obtins même l'autorisation de partir pour Paris. J'étais plein d'enthousiasme, malgré mon budget vraiment très serré. Je copie les tableaux du Louvre. Le grand maître officiel incontesté était Ingres, qui accordait une grande importance au dessin. Moi, c'est Delacroix qui m'a fasciné. J'ai copié la barque de Dante. J'ai aussi copié les convulsionnaires de Tanger. J'aimais la couleur de Delacroix.
car elle vous entraîne dans l'œil comme un verre de vin dans le gosier, et on est tout de suite ivre. J'admirais le réalisme de Courbet, qui, avec l'enterrement d'Ornans, veut faire entrer le peuple dans l'histoire. À cette époque, pour se faire connaître et vendre ses toiles, il fallait exposer au salon. Il y avait beaucoup de refusés par le jury. Il ne fallait pas choquer le bourgeois. Napoléon, pour plaire au peuple, crée le salon des refusés. Manet provoque un scandale avec son tableau « Le déjeuner sur l'herbe ». Il rompait avec les moyens académiques exprimant l'idéalisation. Il choquait, car la femme, pour lui, cessait d'être une déesse. Moi, je peins des nus à l'école de peinture. À la sortie de l'école, j'aborde la jeune femme qui vient de servir de modèle pour lui dire, bêtement, que je la trouve plus belle habillée que nue. Elle s'appelle Hortense Fiquet, et l'été suivant, je lui fais découvrir la Provence. En 1870, c'est la guerre, et Basile tombe sous les balles allemandes. Je me cache à l'Estaque avec Hortense pour échapper aux gendarmes qui recherchent mollement le déserteur que je suis devenu. Pour moi, seul compte la peinture. En 1872, Hortense me donne un fils, Paul, qui sera ma grande passion. Avec Hortense, j'aurai toujours des relations distantes. Je refusais farouchement l'idée qu'on puisse me mettre le grappin dessus. Pourtant, je dois reconnaître qu'Hortense était patiente et acceptait de poser plus de 100 heures pour un tableau. J'étais un bourru, et j'ai dit un jour à Manet, « Je ne vous donne pas la main, monsieur Manet, je ne me suis pas lavé depuis 8 jours. » En fait, j'étais un Aixois complexé devant les Parisiens. Avec Pissarro, c'était différent. C'est un calme que mon caractère bourru n'impressionne pas. C'est lui qui m'a fait quitter l'atelier et renoncer aux couleurs sombres pour aller dans la campagne, découvrir et peindre la nature. L'important, disait-il, était d'aller sur le motif. En 1874, Monet expose Impression soleil levant. C'est la moquerie généralisée. C'est par dérision qu'un journaliste invente le mot impressionniste promis à une belle carrière. En 1870, j'ai 29 ans. Mon père apprend ma liaison avec Hortense et l'existence de son petit-fils. Il décide de supprimer la pension qu'il me verse. Je demande et obtiens l'aide de Zola, dont le succès littéraire a fait la fortune et qui vit bourgeoisement en son château de Médan. Mais Zola ne croit pas que je sois un grand artiste. Il écrit un roman, L'œuvre, dans lequel il décrit la vie d'un peintre raté en me prenant pour modèle. J'en ai été bouleversé et je ne reverrai jamais Zola. En 1886, à 47 ans, j'épouse Hortense Fiquet. Ce n'est toujours pas le grand amour, mais j'ai une sœur Marie qui me pousse à respecter les convenances et qui, sur ma vieillesse, m'incitera à retourner à l'église. Cette même année, 1886, mon père meurt. Je n'ai désormais plus de problème d'argent. J'ai toujours eu un style de vie très frugal.
Ma femme et mon fils ont moins de réticence à dépenser l'argent. Maintenant, je ne vivrai que pour ma peinture, alternant les voyages entre Paris et ma chère Provence. Jusqu'à ma mort, le 12 octobre 1906, je peindrai sans relâche pour vous offrir le bonheur des formes et des couleurs que nous allons redécouvrir en évoquant mon œuvre. En 1859, mon père fait l'acquisition du Jas de Bouffon, Maison du Vent, qui était l'ancienne résidence d'été du gouverneur de Provence. L'année suivante, prenant acte de ma passion grandissante pour la peinture, mon père m'autorise à décorer le salon de grande peinture murale. J'ai signé les 4 tableaux du nom d'Ingres, allusion ironique au peintre Ingres, que j'ai peu aimé. Pour Ingres, l'essentiel était le dessin, alors que pour moi, si le dessin est important, je considère que quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Mon père était un lecteur fidèle du journal Le Siècle, le journal conservateur. J'ai remplacé ce journal conservateur par L'Événement, qui n'était pas autorisé à traiter de matières politiques et sociales. Zola en était le critique d'art. J'ai décomposé le motif floral du dossier en insistant verticalement sur les passages au couteau. J'ai nimbé mon père vêtu et chapeauté de noir, en faisant se réfracter la lumière sur le chintz. Mais je reconnais que j'ai rattaché de façon curieuse au bassin la jambe gauche partiellement masquée par la veste. Mon oncle maternel, Dominique Aubert, huissier complaisant et patient, a souvent posé pour moi. J'ai, avec énergie, travaillé une matière épaisse d'un très énergique couteau à palette. Ce tableau est l'exemple de ce que j'appellerai plus tard ma manière couillarde. Mon oncle Dominique était dominicain, c'est pourquoi j'ai utilisé une robe blanche. Le dominicain Lacordaire avait enflammé la jeunesse française en tentant de gagner l'Église à la cause républicaine. J'ai voulu donner l'image d'un homme bien en chair qui tente de freiner ses passions grâce à l'habit mais aussi par ses mains qui se croisent dans une sorte de mort du moi. Le visage et les mains sont comme 3 feuilles surgies d'une même tige, celle de l'axe de la croix. Avec ce tableau, l'enlèvement, j'ai voulu combiner 2 corps en mouvement dans des actions contraires. Vous remarquerez que rien n'exprime la contrainte d'un enlèvement. J'ai voulu insister sur le contraste de 2 corps violemment éclairés. Pour moi, l'expressivité du geste prime sur la vraisemblance anatomique. Je reconnais que le dos de l'homme fortement cambré est aussi surdimensionné que le bras inerte de la femme. J'ai peint 2 femmes plongées dans le rêve intérieur de la musique. Les 2 figures, profil et face, sont proches de la ligne médiane verticale et partagent un espace unifié par le papier peint et la ligne horizontale du dossier et de la boiserie. Vous remarquerez que les courbes asymétriques de papier apportent un contrepoint à la dominante des droites. Le fauteuil, recouvert de chintz comme le portrait de mon père, sert de repoussoir et contribue à l'équilibre des masses. J'ai utilisé peu de couleurs pour souligner l'opposition du blanc et du noir. Les plis de la robe de la femme cousant sont indifférents à la marque du corps et correspondent formellement avec les replis ombreux du chintz.
Le pique-nique était un thème majeur à l'époque, car il représentait l'idylle moderne. Souvenez-vous du déjeuner sur l'herbe de Manet. Au premier plan, c'est moi qui suis chauve avant l'âge. Plutôt renfermé, je ne me joins pas à la gaieté de mes amis et je reste à part dans la bande. Je commençais à avoir le sens du groupement et de la distribution des couleurs, ce qui donne de l'intensité. Avez-vous remarqué la continuité du nuage horizontal et de la ligne des bois? En peignant cette neige fondue à l'estac, j'ai voulu exprimer une certaine mélancolie. Le flanc, abrupt de la montagne, divise en deux la toile suivant la diagonale. À la pente de la colline s'oppose l'immense surface horizontale des nuages gris. J'ai répété dans la route à droite le contour sinueux du grand arbre à gauche. La couleur des toits rouges relie le proche et le lointain. J'ai créé une perspective en diminuant la taille des choses. Ce tableau de Louvciennes est une œuvre de Pissarro que j'ai copiée. Ce tableau de Louvciennes est une œuvre de Pissarro que j'ai copiée. Mes contrastes de tons sont plus prononcés, les nuages se détachant plus nettement du ciel. Mes couleurs sont plus intenses. Notez le rouge au pied du grand arbre de droite. Je ne traite que sommairement les trois arbres de gauche alors que Pissarro a pris soin de peindre les détails, comme les feuilles et les brindilles. Quand Pissarro utilise 4 coups de pinceau, j'en utilise un seul, plus long, plus large et plus hardi. Alors que mon ami Pissarro préfère les gradations subtiles, je procède par simplification et intensification. Le docteur Gachet était un ami de Pissarro. En peignant sa maison, j'ai voulu souligner mon amitié. C'est le docteur Gachet que Pissarro conseillera dans quelques années à Van Gogh. J'ai voulu créer une harmonie de tons hivernaux. J'ai guidé votre œil vers la maison par la diagonale du muret qui borde le chemin. Les pignons aveugles des maisons et les toits articulent les plans successifs. Vous l'avez remarqué, un thème m'est cher, celui d'une route amorçant une courbe. J'ai présenté cette toile, La Maison du Pendu, à la première exposition impressionniste de 1874. Sous l'influence de mon ami Pissarro, avec qui je travaillais dans la région d'Auvers-sur-Oise, j'ai adopté la touche claire et fragmentée des impressionnistes. J'ai introduit plusieurs axes à partir d'un point central. Un chemin monte vers la gauche, un autre descend vers le centre du tableau. Un talus forme une courbe s'échappant vers la droite. Les branches des arbres partent en oblique vers le haut. L'absence de personnages, la végétation figée, les tonalités froides créent un sentiment de solitude. J'ai appliqué des couches successives, ce qui donne un aspect granuleux. Je me souviens avec émotion de ce tableau, car c'est le premier tableau que j'ai vendu. Avec cette verdure panoramique d'Auvers, j'ai sacrifié la solidité et la concentration pour obtenir le charme et la lumière de la couleur. C'est la délicatesse et la légèreté des éléments qui créent ce charme. J'ai disséminé les touches de rouge, de bleu et de blanc, et j'étais content d'avoir obtenu un tel ton vert aux nuances riches et fraîches. J'ai créé la profondeur par l'éloignement d'éléments superposés qui deviennent de plus en plus petits.
Comme vous le constatez, j'ai éclairci ma palette au contact de Pissarro. J'évite les surfaces sombres en faveur d'une technique de petites touches. J'ai voulu cette harmonie de couleurs claires pour créer un ensemble lumineux et serein. Et je me suis plu à composer le plus immatériel des arbres en fleurs avec un groupe de taches. J'ai exposé cette moderne Olympia lors du premier salon des impressionnistes dans les ateliers de Nadar. La critique s'est indignée de ce qu'elle a qualifié de rêve de célibataire, et ce d'autant plus que ce tableau était accroché aux côtés du berceau de Berthe Morisot. Le blanc, vaporeux, et le rose de la chair contrastent avec la redingote noire. Il est vrai que la présence du personnage masculin rend explicite la dimension érotique. Je reconnais que ce tableau, L'après-midi à Naples, a un côté provocateur. Il représente un couple nu auquel une servante exotique vient apporter un filtre d'amour. Je voulais choquer pour récuser l'idée que l'art d'un grand peintre se doit d'être toujours de bon goût. Pour choquer, j'ai réussi, car ce tableau fut considéré comme un outrage aux bonnes mœurs, un affront au public. Pour peindre la mer à l'Estaque, j'ai déployé de part et d'autre d'une diagonale, à parts égales, maisons et jardins d'une part, et mer et ciel d'autre part. J'ai traité le premier plan en petites touches, variant de direction pour diversifier l'animation du feuillage. À cette époque, j'étais soucieux de définir les formes. Ensuite, mes paysages seront plus synthétiques. J'ai modelé le visage d'Hortense par des ombres colorées en vert. La verticalité géométrique de la zone du nez prolonge le réseau des rayures de la robe. J'ai décalé la tête et la colonne vertébrale d'Hortense par rapport à l'axe médian vertical du tableau. J'ai aussi décalé le fauteuil. Vous avez sans doute noté que le papier peint se retrouve dans plusieurs de mes natures mortes. J'ai voulu représenter dans un paysage des personnages sortis de mon imagination. J'ai renoncé à individualiser les personnages, car ce qui m'importe, c'est l'harmonie picturale entre figure et paysage, et non la forme humaine prise séparément. D'habitude, je privilégie plutôt une construction autour d'un vide central. Mais pour peindre le bassin du Jas de Bouffan, j'ai choisi une construction autour d'un axe médian. J'ai brouillé la transparence du ciel d'hiver en utilisant une matière légère, largement diluée. J'ai beaucoup élagué pour apporter de la simplicité et de la force. Pour peindre le golfe de Marseille vu de l'Estaque, j'ai remonté la ligne d'horizon pour donner plus de profondeur à la vue panoramique. La mer se résume en une large surface bleue verticale. Au premier plan, pour peindre rochers et végétaux, j'ai posé la couleur en une série de multiples couches directionnelles, illustrant ainsi ma définition de la touche constructive. J'aimais beaucoup le pont de Massy. J'ai peint, avec des formes sommaires et dynamiques, l'angle supérieur gauche. Et j'ai peint l'eau dormante, avec des petites touches quadrangulaires plus ou moins fondues. J'ai donné de la profondeur en peignant à gauche des troncs dénudés. Mais le bosquet de droite équilibre ces deux verticales et la rectitude horizontale des lignes du pont.
Pour peindre le château de Médan, j'ai créé une harmonie intense de terre et de verre, ce qui donne une unité. J'ai varié l'orientation des touches en fonction des différentes zones. Des touches horizontales dans le reflet de la Seine et des touches diagonales sur la rive. Ce que je veux, c'est une peinture vraie. Au sol, les touches sont horizontales. Elles sont verticales le long des arbres, horizontales pour la surface du fleuve et obliques pour le tas de sable pyramidal, car je veux souligner son élévation par opposition à l'horizontalité de la berge et de l'eau. Dans le ciel, les touches s'organisent par courbes concentriques pour suggérer les masses des nuages. J'aime le motif de la route tournante, car il suggère la profondeur et engage le village dans un mouvement de rotation descendant. J'ai réduit les maisons à des volumes géométriques dont on ne perçoit que des fragments posés de guingois. À gauche, j'ai posé des touches sommaires sur le crépi blanc d'une maison et à droite, des touches menues qui brouillent la définition des formes en jouant sur la transparence. J'ai choisi un point de vue en contrebas pour renforcer l'importance des volumes. J'ai donné de la force à la masse de la maison en réduisant les dimensions des portes et des fenêtres. Les tons sont adoucis et unifiés par la lumière intense de la Provence. C'est vrai, j'aime bien me portraiturer. Un œil droit intense et l'autre assombri et perdu dans le lointain. Un front proéminent, une barbe épaisse et une bouche enfouie dans le buste. J'ai glorifié ma tête chauve en l'entourant d'un motif à losange et d'une auréole étoilée. J'ai repris la forme en zigzag pour le revers de ma veste. Cette forme en zigzag s'oppose à la rondeur massive de ma tête et de mes épaules. J'ai cerné de lignes sombres les objets de cette nature morte. J'ai lié par une tache sombre au premier plan les éléments verticaux à la base horizontale. Avez-vous remarqué que l'ellipse du compotier est plus sale en bas et plus cintrée en haut, et qu'une ligne autour des 6 pommes de la nappe semble décrire la même ellipse que celle du compotier? J'ai toujours cherché à rendre la perspective uniquement par la couleur. Les couleurs chaudes, les orangées, donnent l'impression d'être légèrement plus proches que les couleurs froides telles que le bleu. Je me suis habillé en bleu et placé devant des boiseries orangées en inversant ainsi les couleurs. Les boiseries, qui avancent, semblent s'imbriquer dans mon personnage. Ce tableau des 3 baigneuses est assez caractéristique de ma manière. Quand mes amis Renoir et Pissarro traitent un thème en un fourmillement de lichettes, j'utilise moi des vecteurs convergents. Au lieu de virgules, je pose de petits traits parallèles qui se chevauchent comme le feuillage des schistes, pour créer, dans chaque masse, un effet d'orientation. Voici ma chère montagne Sainte-Victoire, qui doit son nom à la victoire de Marius sur les barbares. Dans la plaine, ma touche ne fait que suggérer l'identité des éléments, ce qui fait un fort contraste avec les fûts fermement dessinés. Mais l'unité de l'ensemble est créée par la couleur claire et lumineuse. J'ai voulu suggérer une grandeur calme et apaisée pour faire prévaloir le caractère intemporel du paysage
sur sa modernité. En peignant cette allée du château de Médan, j'ai eu l'impression de construire une cathédrale de couleurs. J'ai voulu une symphonie de bleu, de verts et d'orange. J'ai dit et répété que, au fur et à mesure que l'on peint, on dessine. Plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. J'ai voulu rendre vivant le naturel, en opposant la maison de l'homme, qui semble abstraite, et comme située hors du temps, alors que j'ai donné à ce qui est naturel de nombreux signes d'usure. Ces signes d'usure marquent une progression vers le vivant. Les formes droites ont des couleurs chaudes, les montagnes moins régulières des couleurs froides. J'ai posé un groupe d'arbres pour isoler la maison du reste du paysage. J'ai superposé 2 arbres pour donner l'impression qu'un seul arbre masque la jointure des 2 murs. Cela renforce l'horizontalité de la maison. La porte et la fenêtre tracent une ligne légèrement oblique avec la cheminée et l'arbre au-dessus, ce qui évite la raideur d'un alignement normal. Je me suis affranchi du système de perspective classique. Les 4 plans du paysage s'étagent plutôt qu'ils ne creusent un espace. J'ai voulu que le regard pénètre le tableau, attiré par les lignes fortes qui émergent d'un premier plan foisonnant. J'ai favorisé la frontalité de l'ensemble en élevant la ligne d'horizon. J'ai donné à ma femme ma propre timidité, en peignant cette image d'un sentiment ascétique. Mais le visage d'Hortense est très humain malgré l'ovale du visage, les yeux et les lèvres vagues et les tons froids. L'inclinaison de la tête est caractéristique de soumission, comme dans les anciennes représentations des saints faisant pénitence en priant. J'ai emprisonné le corps par un corsage à longue bande et des cheveux épars tombant sur les épaules. Pour mesurer l'inclinaison, j'ai peint une tache verticale au-dessus de la tête. Ce portrait est un peu impersonnel, car le visage et les yeux sont inachevés. Le rectangle de la toile se répercute dans tout ce qu'il renferme. Ma tête et mon corps tendent au rectangle et sont encadrés par le chevalet et la palette. Remarquez la continuité du bord vertical de la palette et de ma manche, qui semble former un seul corps parallèle au cadre. Concentré sur ma toile, je suis absorbé dans le monde refermé de mon activité et ma palette rattachée à mon corps crée une barrière contre le monde extérieur. J'ai choisi une couleur sévère, dominée par les bleus noirs de mon costume et de ma barbe. En peignant les marronniers du jade bouffant, j'ai voulu créer un effet de calme. J'ai caché par 2 arbres le pic de la montagne qui pourrait être un point de convergence. J'ai accentué le calme en peignant 2 rangées d'arbres qui sont vus comme un écran parallèle au plan de la toile. L'isolement des objets ajoute au calme dominant. Les troncs d'arbres sont fermes, mais sans la rigidité d'une colonnade. D'ailleurs, pour éviter une répétition ennuyeuse, j'ai dessiné des formes gracieuses pour les branchages. J'ai choisi une toile large pour rendre la grandeur du site. J'ai souligné la dualité de l'arbre vertical dont le tronc est rigide et dont les branches étendues sont flexibles. Mon objectif était de créer une grande profondeur sur de larges assises.
L'œil creux, la bouche serrée, l'ovale allongé. L'impassibilité du visage d'Hortense, ainsi que les bandeaux réguliers de ses cheveux, composent une image grave et mystérieuse. De 1859 à 1899, soit durant 40 ans, le Jas de Bouffan, à 2 kilomètres du centre d'Aix, fut le centre de notre vie familiale. J'avais décoré le grand salon des 4 saisons et cette demeure était ma retraite préférée. J'ai souvent pris pour motif les arbres du parc. Mais la volumineuse bâtisse avec ses multiples fenêtres aux volets bleus apparaît plus rarement dans ma peinture. C'est dans ce petit village de l'Estac, situé aux alentours de Marseille, que je me suis enfui en 1870 pour échapper à la mobilisation et garder secrète la liaison avec Hortense Fiquet. J'avais été séduit par la lumière, l'ordonnance du paysage et la luxuriance de la végétation. Renoir m'y rejoindra ainsi que Monet, et j'ai été heureux de faire connaître à mes amis la lumière méditerranéenne. Près de ma chère montagne Sainte-Victoire, un groupe de pins masque de leur verdure presque tout le ciel. À travers eux transparaît le paysage de l'arrière-plan, les arches de l'aqueduc, la plaine, le massif de la Sainte-Victoire. Au centre de la toile, le tronc des arbres s'imprègne du ton bleu-violet de la montagne, qui en fait se trouve à une énorme distance. Je dois dire que j'aime beaucoup les allées d'arbres. En peignant cette allée à Chantilly, je me suis soumis aux lois de la perspective traditionnelle. J'ai choisi un point de vue frontal où les lignes du chemin se rejoignent en un point de fuite unique. Pour augmenter l'éloignement, je n'ai représenté que les parties supérieures du bâtiment. J'ai réparti l'ombre et la lumière afin de creuser l'espace. Avec cette nature morte, j'ai exclu tout élément vertical. Les horizontales dominent, comme la façade du coffre, le couvercle et le mur du fond. J'ai mis en valeur l'intensité des fruits cernés de noir, en choisissant les tons du bois et du papier peint. Je dois avouer que je travaille lentement. J'ai choisi la pomme parce qu'elle résiste à la flétrissure. À cette époque, ma devise était « Avec une pomme, je veux étonner Paris ». Vous allez me dire qu'il est bien long ce bras qui se rattache d'une manière très étrange au buste. C'est vrai. Mais cet allongement disproportionné renforce le caractère dégingandé de l'adolescent. J'avais exceptionnellement choisi un modèle professionnel pour exprimer cette expression rêveuse de la mélancolie. J'ajoute que pour un peintre, savoir faire un rouge est un ultime défi. J'aime bien voir les paysages de haut. Ici, le golfe de Marseille vu de l'Estac, maisons, mer, montagnes et ciel se suivent. J'ai voulu créer un contraste entre les lignes des maisons du premier plan et les montagnes qui, au loin, semblent au repos sur la mer. J'ai peint un premier plan désert qui donne au paysage l'apparence d'un rivage rocailleux. Je perçois la nature comme une présence solide et stable que nous ne pouvons traverser. Contraste entre les rochers fracturés et abrupts et les pentes douces des collines arrondies. Pour peindre Hortense,
j'ai recherché une expression gracieuse et idéalisée. L'inclinaison de la tête fait autant partie des lignes inclinées du mur et des arbres que de son propre corps. Le premier plan et l'arrière-plan sont unis dans la courbure commune du tronc d'arbre et du bras droit du personnage. J'ai déformé les objets pour les représenter de points de vue différents. J'ai, en effet, voulu accentuer la puissance de leur volume et leur insuffler toute leur énergie. Le panier de fruits de cette nature morte au panier est situé sur un plan différent des autres éléments. La partie gauche de la table, sous la nappe, ne pourrait pas s'accorder avec la partie droite. Les lignes horizontales donnent l'étendue, les lignes perpendiculaires donnent la profondeur. Pour moi, tout ce qu'on voit est lumière, même les ombres. Le violet est une couleur froide qui peut remplacer les gris et les noirs. Dès qu'il possède des couleurs capables de remplacer le noir et le gris, un peintre peut modeler, c'est-à-dire donner l'illusion du volume. Au fond, je crois que j'avais une nature de sculpteur. Avez-vous remarqué le bleu qui, dans l'encadrement de la fenêtre et du porche, est une ombre qui correspond au creux des ouvertures dans le mur? Avec ce fumeur accoudé, j'ai peint une veste riche en nuances de vert et de bleu. J'ai souligné le front et le bas des yeux. J'ai placé 2 points pour renforcer une diagonale, l'autre diagonale étant accusée par la nappe brune. Le basculement est contrebalancé par la masse tubulaire du tuyau de poêle. Depuis le XVIIe siècle, le thème du jeu de cartes est un thème de prédilection de la peinture européenne. Moi, je ne m'intéresse pas au jeu de cartes. Ce que j'ai voulu, c'est créer un ensemble dans lequel aucun élément ne peut être déplacé sans rompre un équilibre. La forte présence des 2 joueurs qui se font face repose sur la masse colorée de leurs vêtements au pli massif. Leur profil se détache clair sur fond sombre et sombre sur fond clair. Je voulais rendre la synthèse des personnages tout en exprimant la vie de chacun dans leur isolement. Le joueur de droite, plus musclé, prend une plus grande place sur la table. Tête inclinée, il est plus intensément absorbé. Le joueur de gauche est détendu. Sa forme longue, semblable à une colonne, fait contraste avec la ligne horizontale qui est derrière lui. Un chapeau solide et empesé à gauche, un autre mou et bosselé à droite. Les bras du joueur de gauche sont parallèles, ceux du joueur de droite sont convergents. La tête du joueur de droite est devant des formes verticales, ce qui donne la mesure de l'inclinaison du corps. J'ai souhaité que le spectateur se sente enfermé par l'intensiel vide. L'horizon irrégulier, le sol abrupt et instable, la maison lézardée en ruine. J'ai utilisé à fond le thème du mur crevassé qui se retrouve partout dans le paysage. J'ai fait réapparaître les lignes noires des fissures dans les formes des troncs des arbres et dans les marques sur les rochers. Pour accentuer l'instabilité, j'ai fait reposer sur un seul point le seul objet humain, la maison, que j'ai installée dans la fourche entre 2 masses de rochers. Pour qu'elle ne soit pas une figure isolée, j'ai relié la fenêtre noire au sol par 2 rochers massifs qui lui ressemblent. J'ai voulu célébrer la fête de la couleur. J'ai presque fait danser les arbres. J'ai souhaité faire admirer, comme moi-même j'ai admiré, le mélange des couleurs.
Souvent insatisfait de mon travail, j'ai eu pour une fois l'impression d'avoir atteint mon but en mariant ainsi les couleurs. Cette carrière de Bibémus a longtemps donné à Aix la pierre ocre de ces édifices qui font toujours notre admiration. Elle était abandonnée de mon vivant. Vous constatez que le travail de l'érosion se mêle avec les traces du labeur de l'homme. J'aime donner un caractère architectural aux éléments naturels. Ici, vous retrouvez presque un cube couvert d'une coupole. J'ai rétabli par quelques traits les détails effacés par la lumière vive de la Provence. J'ai posé de larges plans orangés dans la zone médiane. J'ai fait en sorte que la puissance des 4 masses statiques contraste avec l'accumulation instable du chaos qu'elles semblent supporter. Je me suis efforcé à ce que l'on trouve dans cette femme des valeurs de simplicité et de noblesse rustique. Vous remarquerez que l'axe vertical est en accord avec les lignes constitutives de l'arrière-plan. J'ai voulu que l'inertie des bras et la cassure des plis de la jupe suggèrent une position assise tout en gardant bien vertical le pli central. J'ai renoncé à peindre une chaise. Ce grand pin et ces terres rouges révèlent l'harmonie profonde des couleurs de la Provence. Je me suis attardé sur le réseau des branches faîtières, tout en faisant en sorte qu'on ne soit pas choqué par les proportions du tronc. 2 vagues rotondités au premier plan m'ont suffi pour situer dans l'espace le développement du pin. J'ai créé un flou en périphérique pour donner le sentiment d'une profusion végétale qui se prolonge au-delà des limites du cadre. J'ai posé largement la couleur au premier plan. J'ai tenté de traduire l'humeur de rêverie mélancolique de ce garçon au gilet rouge par son attitude languissante et les lourds plis obliques des draperies. J'ai serré le jeune homme dans ses vêtements pour qu'il paraisse enseveli dans son espace. J'ai rapproché le rouge et le bleu. J'ai adopté la pose conventionnelle du nu académique et j'ai donné une grande force aux diagonales des draperies, le long du bras, qui est inerte. Et j'ai partagé à gauche des draperies perpendiculaires et le corps penché, et à droite, des draperies relevées et le corps raide. Ce personnage devrait vous rappeler les aristocratiques portraits italiens du XVIe siècle, dans lesquels le mouvement est arrêté par l'introspection et le doute. Le lac d'Annecy me semblait presque trop pittoresque, et je me moquais en disant qu'il convenait aux exercices de dessin des jeunes Anglaises. Mais de ce lac, j'ai fait une étendue colorée opaque et des versants de la montagne, des masses tectoniques. J'ai organisé rigoureusement l'espace en utilisant la verticale excentrée de l'arbre et une ligne d'horizon qui partage équitablement la toile en 2 registres. Je n'ai pas privilégié une zone aux dépens d'une autre. J'ai restreint ma palette au bleu, au vert et ocre pour développer une affinité de nuances qui circulent dans tout le tableau. Ce grand pin évoque un moment fort de ma vie. En 1958, j'avais 19 ans. J'ai écrit à mon ami Zola « Te souviens-tu du pin qui avançait sa tête chevelue sur le gouffre qui s'étendait à ses pieds ?» Ce pin qui protégeait nos corps par son feuillage de l'ardeur du soleil. Ah, puissent les dieux le préserver de la teinte funeste de la hache du bûcheron. J'ai voulu faire de cet arbre une individualité géante, un souverain par sa hauteur et sa vaste étendue. J'ai reproduit sa montée depuis le sol en 3 étapes, vigoureux tronc incliné, zone de branches mortes dénudées sur fond de ciel,
vaste couronne arquée qui traverse presque tout le ciel. Je l'ai représenté de la manière la plus simple au centre de l'espace qui me faisait face, et je n'ai pas peint d'autre branche que celle de cet arbre souverain. J'ai essayé, pour lui rendre un dernier hommage, que mes touches de pinceau confèrent à la toile vitalité et mouvement. Pour représenter la Sainte Victoire vue de Bibémus, j'ai construit l'espace plus en hauteur qu'en profondeur. J'ai ainsi obtenu un paysage compact d'une grande intensité. J'ai défini fermement la montagne pour qu'elle paraisse plus proche qu'elle ne l'est en réalité. J'ai placé dans la césure de la falaise, qui est la zone la plus nette, le seul arbre rectiligne de la composition. J'ai souhaité que la puissance des masses rocheuses contraste avec le flou du premier plan dans l'angle intérieur droit. Pour présenter ce jeune homme à la tête de mort, j'ai choisi une gamme subtile de violets sur lesquels se détache le blanc des feuilles de papier et le jaune du crâne. Ce jeune homme mélancolique donne l'image de la jeunesse confrontée à la mort. Souffrant du diabète, je pensais à la mort, et sous l'influence de ma sœur Marie, je retournais à l'église. J'ai peint, près de la carrière de Bibémus, cet intérieur de nature sans horizon ni sortie. Seule la meule donne une note d'humanité. Le sol en pente se fond avec les objets qui s'en élèvent et avec les masses de feuillage dans un effet vertical. J'ai placé les éléments deux par deux, les arbres, les branches, les rochers et les pierres vont par paires. Arbres tordus et divergents à gauche, courbés et parallèles à droite. J'ai créé un monde fermé et sans soleil dans une harmonie sombre de brun, de violet et de vert. Pour éclairer, j'ai utilisé l'orage dont la lumière faite de clarté et d'ombre crée un puissant modelé. Pour donner l'illusion du volume, j'ai réduit les formes à des solides géométriques simples dont le volume est évident. Il faut, et cela je l'ai souvent dit et redit, traiter la nature par le cône, le cylindre et la sphère. Je pense que quand le contour d'une forme est simple, l'attention du spectateur n'est pas distraite de la contemplation de la masse. Certains coquillages marins volumineux ne donnent aucune impression de volume, car on est occupé à suivre les méandres de leur contour. Parfois, le visage humain me paraît aussi compliqué que des coquillages. C'est pourquoi je n'hésite pas à simplifier. La tête de la poupée est réduite à une boule, sans plus. La fillette a presque perdu la bouche et le nez. Les yeux sont à peine indiqués. Mais avec cette simplicité, je pense avoir créé une impression de monumentalité. Avant de peindre mes grandes baigneuses, j'ai bien étudié la tradition des nus féminins dans la nature. Ce que moi j'ai voulu, c'est utiliser le corps comme élément structurant du paysage. Comme vous le voyez, je n'ai pas cherché à exalter l'anatomie féminine, je ne l'ai même pas beaucoup flattée. J'ai peint un groupe dense, encadré par deux figures marchant en sens opposé, qui ne sont pas dans le même plan. J'ai aligné ma touche sur la position des corps. J'ai utilisé le bleu que j'aime de plus en plus au fil des années et qui fait penser à une scène nocturne. Je dois vous préciser que je n'ai pas pris de modèle pour peindre mes nus. À mon âge, on a le droit de s'abstenir de dénuder une femme pour la peindre. À la rigueur, il me serait permis de m'adresser à une femme de 50 ans, mais j'étais à peu près sûr qu'à Aix, je ne la trouverais pas. Je me suis donc servi des dessins que j'avais faits dans ma jeunesse. Je me méfiais de moi-même vis-à-vis des femmes. J'avais des scrupules religieux, et j'avais le sentiment que ces choses ne peuvent se faire dans une petite ville de province sans scandaliser. Pour ces baigneuses, j'ai voulu créer un calme solennel. J'ai insisté sur l'ampleur de l'espace.
Vous remarquerez que le grand triangle enserre le vide central qui se forme entre les deux groupes symétriques des baigneuses, elles-mêmes enserrées dans des schémas triangulaires. Ces deux triangles sont cependant liés par la courbe continue et douce des bras des deux baigneuses assises. J'ai voulu combiner l'unité des groupes et la diversité des actions. Vous remarquerez que la figure allongée sur le ventre dirige son regard vers les deux personnages situés de l'autre côté de la rive. J'ai fait en sorte, par de multiples passages et chevauchements colorés, que le massif montagneux appartienne autant à la terre qu'au ciel. J'ai peint un ciel contrasté, parcouru de vert, mais rendu lumineux par les réserves de blanc de la toile. J'ai bien délimité la montagne, car sinon elle se perdrait dans l'atmosphère en mouvement. Les édifices esquissent des lignes de fuite et dirigent le regard vers le sommet. Je suis devenu un vieil homme, et je ne suis plus inspiré par des images mentales de désir et de violence. Je veux seulement faire jaillir des couleurs sur une gamme étendue. Je peins à la surface de ma chère montagne comme un réseau de lignes ascendantes convergentes vers le pic. Le ciel explose en un épanouissement de nuages bleus et verts aussi forts et profonds que les bleus et les verts du sol. Je suis pour la conciliation du ciel et de la terre, et j'élève la montagne vers le ciel en même temps que je la fais glisser vers la terre. Cette conciliation de la terre et du ciel, je la souhaite à titre personnel. Le 21 septembre 1906, j'ai écrit à un ami « Je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant. Pris d'un malaise après un orage, je quitte cette terre en espérant rejoindre le ciel le 23 octobre 1906. »